Good afternoon, folks. We are almost at 2 Bonjour tout le monde. Il est presque 14 heures, heure d'Ottawa. Nous allons donc commencer sous peu. Nous attendons encore quelques personnes. Nous allons leur donner quelques minutes pour arriver. Ensuite, nous commencerons. So, Jack, you can't hear anyone because we're just giving the folks who are arriving Nous donnons quelques minutes aux personnes qui ne sont pas encore là de se joindre à nous. On veut que toutes les personnes inscrites soient présentes avant de commencer. already. I think we've given our stragglers enough time to Très bien, make. je crois que les retardataires ont eu suffisamment de temps pour arriver. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathan Sales. Je serai le responsable du programme aujourd'hui. Voici l'atelier Comment créer une application gagnante pour Jeunesse Canada au travail. Je suis agent de programme avec l'Association des musées canadiens, donc je passe beaucoup de temps à examiner des demandes que vous nous envoyez. Avec moi aujourd'hui, ma collègue Erica Holbrook, qui s'occupera de l'enregistrement, et notre interprète, Geneviève Beaune, nous permettra d'avoir un enregistrement en français que vous pouvez choisir dès à présent. L'atelier aujourd'hui devrait durer 40 minutes à peu près. Alors, je vous parle d'abord, ensuite on aura une période de questions. Vous pourrez découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la création d'une application gagnante pour Jeunesse Canada au travail, ou JCT. Alors, à la fin, je vais répondre au plus grand nombre de questions possibles, mais soyez bien à l'aise de saisir votre question dans la section questions et réponses du webinaire Zoom. Si vous pensez que vous pourriez les oublier, en tous les cas, je vais faire de mon mieux pour répondre au plus grand nombre de questions. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître que le secrétariat de l'AMC est établi sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe algonquins. Nous aimerions exprimer notre appréciation pour l'opportunité de vivre et d'apprendre sur ce territoire dans un esprit de gratitude et de respect mutuel. Alors, qu'est-ce que le programme Jeunesse Canada au travail? La question du jour. Nous sommes un programme d'emploi annuel financé par le ministère du patrimoine canadien. Alors, le ministère nous envoie notre mandat, le financement que nous distribuons ensuite à des musées partout au pays. Nous sommes l'un de nombreux organismes de prestations au pays. Quand vous faites une demande, vous allez voir qu'il y a d'autres organismes de prestations
certains organismes qui traitent des archives, qui traitent des langues officielles. On présume que comme vous êtes ici, vous travaillez dans le domaine muséal, comme nous. Alors, ça concorde. Mais regardez, vous savez, les autres établissements, les autres organismes de prestations. Il y a peut-être d'autres possibilités pour vous. Notre programme fait partie d'une initiative visant les jeunes. Nous voulons aider les Canadiens entre l'âge de 16 et 30 ans. Alors, 30 ans inclusivement, mais pas 31 ans. Alors, nous voulons offrir une expérience de travail à court terme et nous voulons que cela profite aux jeunes et aux employeurs comme vous. Si vous n'êtes pas ici à titre d'employeur et que vous voulez participer au programme en tant que jeune, cette séance ne sera pas très utile pour vous, malheureusement. C'est un atelier qui est destiné aux employeurs. Alors, si vous êtes des employeurs, la date de la prochaine séance s'en vient, ça sera le 20 janvier. Alors, vous avez 10 jours pour finir votre demande. Donc, la date limite est le 20 janvier 2023. Et j'espère que je vous donnerai des renseignements aujourd'hui qui vous seront utiles pour faire votre demande à rendre au plus tard le 20 janvier. Alors, nous voulons que les jeunes puissent travailler dans les établissements muséaux au pays. Ça offrira une perspective nouvelle au musée. Ça nous permettra d'atteindre notre mandat en matière de dotation de postes et de soutenir les musées au pays. Voici une citation à l'écran. Il y a plusieurs aspects positifs à tout cela. Alors, Susan Hoppenfeld a dit, notre stagiaire continue d'apporter des idées sur la façon d'envisager de commencer à décoloniser le Centre d'histoire naturelle de Hornsby Island et sur ce que signifie l'établissement de relations avec les communautés autochtones. Sa capacité à rendre ses idées visibles et à les manifester à la fois dans la mise en page et dans le texte de notre nouvelle exposition n'est rien moins que remarquable. Nous sommes très fiers de cette citation et nous espérons vous offrir une expérience similaire à l'avenir. Maintenant, plongeons dans les détails. Le programme Jeunesse Canada au travail se compose de 2 catégories. Les établissements du patrimoine, EP, et une carrière vouée au patrimoine, CVP. Donc, il y a le programme destiné aux étudiants et aux diplômés. On va parler un petit peu plus à fond de ce que ça veut dire, ces 2 programmes. Pour JCT dans les établissements du patrimoine, eh bien, il s'agit d'un programme destiné aux étudiants. Si vous souhaitez avoir un programme JCT-EP, c'est le programme destiné aux étudiants actuels qui souhaitent retourner à l'école à la fin de la période de travail. Il s'agit de programmes plus courts. Et habituellement, ce sont des emplois de premier niveau. Il s'agit de stagiaires qui auront besoin de pas mal de supervision, mais qui pourront offrir un travail excellent. Mais ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas encore travaillé dans le secteur muséal. Souvent, c'est une nouvelle expérience pour ces personnes. Il y a eu un grand changement récemment. Ce ne sont plus seulement des emplois d'été. Si vous souhaitez embaucher quelqu'un qui est à l'école secondaire ou à l'université, vous savez, ça commence aussitôt que 16 ans. Donc, si vous voulez embaucher un étudiant à l'école secondaire, on peut vous aider. Si vous voulez les embaucher pour un emploi à temps partiel, c'est tout à fait possible. Pour la saison 2023-2024, les niveaux de financement sont de 60 jusqu'à 75 des coûts d'emploi admissibles ou 10 000 par poste en financement. Et c'est pour les 30 ans et moins. Si vous souhaitez avoir un programme plus complexe, il y a Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine, JCT-CVP. Il s'agit de programmes de plus longue durée, au moins 4 mois jusqu'à 12 mois. Ça peut durer toute une année si vous démarrez les choses rapidement.
Dans ce programme, le stagiaire doit être un diplômé collégial ou universitaire, mais il y a pas mal de souplesse dans ce que cela veut dire. Ça peut être un diplômé du cégep, ça peut être un diplômé d'un collège, d'une université, un micro-programme, par exemple. Si vous n'êtes pas certain, eh bien, demandez-nous, on va examiner la question. Et c'est pour les personnes de 30 ans et moins. Alors, pour tous les programmes, les étudiants doivent être un citoyen canadien ou avoir le statut de réfugié. Alors, avec le programme CVP, c'est un emploi d'un niveau plus élevé. Ces personnes ont un diplôme, ont acquis un ensemble de compétences, ont une base de connaissances, sont prêts à appliquer tout cela et auront besoin de soutien et de mentorat de votre part. Et ces personnes peuvent réaliser des choses assez formidables. Comme les postes CVP sont de plus longue durée, le financement est un peu plus important, jusqu'à 75 des coûts admissibles, pour un maximum de 15 000 par poste. De plus, pour les deux programmes, si vous souhaitez embaucher une personne en situation de handicap et que vous avez besoin d'un commodement pour que ce stage fonctionne, parlez-nous-en. GCT peut rembourser jusqu'à 3 000 par personne participante pour les coûts associés aux accommodements en milieu de travail. Alors, cela vous donne une bonne idée de la différence entre les deux volets. Donc, CVPC pour les étudiants diplômés, un programme plus intensif, et puis JCT-EP, c'est pour les étudiants qui ont besoin d'un peu plus de supervision. Alors, quel est le rôle de l'AMC? Je suis ici en tant qu'employé de l'Association des musées canadiens, AMC. Excusez-moi, je vous lance plein d'acronymes aujourd'hui. Alors, nous sommes fiers d'être un organisme de prestation. Nous sommes là depuis le tout début du programme en 1996 et ça nous aide à remplir notre mandat à votre égard, les membres canadiens du secteur du patrimoine pour investir dans l'avenir et veiller à ce que nous préservions le patrimoine pour longtemps, très longtemps. Alors, nous, maintenant, nous allons parler de la demande en tant que telle. Avant de faire une demande, on vous demande d'identifier votre projet. Prenez le temps de le faire, examiner les tâches que vous voulez pour le stagiaire. Réfléchissez à la formation nécessaire pour le poste. Alors, définissez bien ce que vous proposez. De la sorte, vous pouvez présenter votre demande au bon organisme de prestation. Vous avez probablement déjà fait un peu de recherche à cet égard. Alors, vous travaillez probablement dans le secteur muséal. Alors, vous êtes au bon endroit, mais il y a d'autres personnes qui mettent l'accent sur les archives, sur les langues officielles. Alors, envoyez votre demande à l'organisme de prestation pertinent. C'est très utile. Et déterminer les particularités de votre budget. Un budget solide va beaucoup vous aider dans votre demande, car de la sorte, on sait ce sur quoi vous mettez l'accent. Quand vous commencez votre demande, ça, je vais le répéter là à plusieurs reprises parce que c'est très important. Ne faites pas votre demande directement dans le site Web de JCT. Faites-en une version préliminaire ailleurs, dans Word, dans Google Doc, peu importe ce qui fonctionne pour vous. Le site Web de JCT a une caractéristique bien amusante. Le site vous déconnecte après 30 minutes d'inactivité. Et en fait, c'est parfois avant 30 minutes, c'est un peu aléatoire. Alors, faites votre demande ailleurs, d'abord, et ensuite copiez-collez le tout sur le site Web de JCT. Vous me remercierez plus tard. Quand le moment est venu d'aller sur le site Web, eh bien, voici à quoi ressemble la page de connexion. Alors, si vous avez déjà soumis une demande, on vous encourage à
utiliser les identifiants que vous avez utilisés par le passé. Si vous ne l'avez jamais fait, cliquez sur le bouton « S'inscrire » juste là. Alors, vous pourrez saisir les données de votre organisation et ça vous préparera pour la demande. Une fois que vous êtes connecté, cette longue liste de choses s'affiche à l'écran. C'est ce sur quoi vous allez vous concentrer maintenant. Vous allez devoir remplir chaque section de la demande et vous devez faire cela de façon la plus détaillée et la plus spécifique possible. On va regarder tout ça. On va envoyer votre demande à un groupe de pairs aux fins d'évaluation. Et plus c'est détaillé, plus efficacement nous pourrons examiner tout cela et montrer que ça justifie le financement. En fait, toutes les demandes méritent un financement, mais on doit voir tout ça. Et soyez spécifique dans la façon dont vous allez mesurer le succès. C'est très utile quand on évalue une demande, que les choses soient quantifiées, spécifiées. Alors, on peut dire oui. Alors, ils vont réaliser X, Y ou Z. Ils vont perfectionner ses compétences, faire cette exposition. Ils vont travailler à ce projet d'enregistrement dans un inventaire. Alors, être spécifique, là, être détaillé ici, là, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est votre plus grand ami. Et puis, dites-nous pourquoi votre projet est important. On est tous là parce qu'on aime le secteur du patrimoine. On veut que votre projet soit un projet gagnant. Alors, dites-nous ce qui vous emballe dans votre projet. Pourquoi est-ce que votre projet se distingue? Qu'est-ce qui fait que votre organisation se distingue des autres? Pourquoi est-ce que cette occasion est unique? Et quels sont vraiment les avantages pour toutes les personnes en jeu? Il y a une section, donc, où vous pourrez expliquer tout cela. Quels seront les avantages pour le stagiaire éventuel, pour votre organisation, comment ce projet va profiter à la communauté muséale. Nous savons à quel point les espaces de patrimoine sont importants pour les collectivités et on veut veiller à ce que tout le monde ressente les effets de nos projets. Alors, soyez spécifiques. Donnez-nous les renseignements de fond. On veut voir tout cela. On veut avoir toute l'information pertinente. Une fois que vous avez tous les détails dont j'ai parlé, vous devez expliquer comment vous allez mesurer la réussite de votre projet. On veut que votre projet réussisse. On veut voir comment cette réussite sera mesurée. Si vous avez fixé des cibles pour un certain nombre de choses, bon, le stagiaire aura fait divers aspects d'une exposition qui seront créés. On veut voir cela. On veut voir comment vous mesurerez le progrès du stagiaire et la réussite des résultats de ce programme, que ce soit dans la mobilisation des visiteurs ou peu importe l'élément de mesure. Alors, entrez ces données-là, c'est excellent. On veut qu'il y ait un objectif spécifique ou une série d'objectifs spécifiques. Comme ça, on pourra voir ce qui est accompli. Évitez des mots comme plus, davantage. Il faut que ce soit plus spécifique. Il faut trouver une façon de quantifier ce que vous faites en pourcentage ou bien avec des chiffres, en nombre de tâches réalisées. Ça sera clair pour nous là, que vous avez passé du temps à réfléchir à ce qui est raisonnable d'accomplir dans une certaine période de temps. Alors voilà, la spécificité est reine dans tout cela. Maintenant, on veut savoir non seulement comment vous allez mesurer les résultats, mais aussi on veut savoir quel est votre calendrier en la matière. Ça, c'est un élément très important de la demande. Et c'est une partie qui, bon, souvent, n'est pas aussi détaillée qu'elle le pourrait. Alors, établissez un échéancier pour le poste. Beaucoup de détails. Bon, on ne parle pas d'un horaire au jour le jour, mais si vous pouvez nous montrer un échéancier hebdomadaire, ça sera fort utile pour nous, pour mieux comprendre là, quel est
le plan que vous envisagez pour le stagiaire. Alors, tirez profit des résultats mesurables, mettez-les sur l'échéancier, on pourra voir toute la planification nécessaire. Ça sera fantastique. Incluez la formation, l'orientation, ça serait très utile. C'est conçu pour être un programme de mentorat et d'emploi. Alors, on veut qu'il y ait, on veut voir quelle sera la formation et le mentorat offert aux stagiaires. Comme ça, votre projet va véritablement se distinguer. Et finalement, bon, je présume que vous travaillez tous pour des organisations florissantes où de nombreux événements ont lieu chaque année. Eh bien, votre stagiaire va participer à ces événements. Alors, si vous dites, bon, ça va avoir lieu pendant euh, autour de l'Halloween, on va travailler très fort. Peut-être qu'à un autre moment, il y aura moins de travail en matière d'enregistrement en inventaire parce qu'on a besoin de plus de gens sur place. C'est bien fantastique. Dites-le nous. Expliquez-nous comment le stagiaire va travailler dans votre organisation, dans les activités quotidiennes. Bon, maintenant, vous devez viser 3 choses. Nous avons 3 objectifs. Améliorer les connaissances, les compétences et la pratique dans le domaine du patrimoine. Nous voulons préserver le patrimoine pour les générations actuelles et futures et nous voulons aider le public à accéder au patrimoine canadien. Voilà des mandats clés que la plupart des organisations du patrimoine ont. Alors, veillez à ce que votre poste touche à au moins l'un de ces objectifs, qu'il soit en adéquation avec l'un de ces objectifs. Si vous pouvez en avoir 2, c'est encore mieux. Si vous avez les 3 objectifs, c'est fantastique. Ça ne fonctionnera pas pour tous les postes, mais veillez à couvrir au moins un de ces objectifs quand vous définissez le programme. Si ces objectifs ne fonctionnent pas pour votre poste, eh bien, je vous encourage à jeter un coup d'œil à d'autres organismes de prestations. Peut-être qu'il y aura une meilleure concordance parce que voilà les objectifs sur lesquels nous nous concentrons vraiment. Maintenant, votre candidat idéal. Ça sera dans la section Profil du candidat. Vous devez déterminer les qualités ou l'expérience que vous souhaitez chez un candidat. Bon, cela, c'est un petit peu difficile parce que les stagiaires sont nouveaux sur le marché du travail, plus ou moins. Vous aurez un petit peu plus d'expérience avec le volet CVP, mais ce sont des gens qui commencent dans le secteur du patrimoine. Ils ont probablement beaucoup de connaissances universitaires, peut-être des connaissances professionnelles dans d'autres domaines. Mais ces personnes ne seront pas prêtes à, vous savez, à s'asseoir là, puis à concevoir une nouvelle exposition sans soutien. Alors, examinez le type d'expérience que vous souhaitez chez vos candidats. Alors, l'expérience, l'éducation, mais il faut que ce soit raisonnable. Ce sont de nouveaux diplômés ou bien des étudiants. Il faut préciser ce dont vous avez besoin chez le candidat. Essayez d'adapter le poste à cette expérience. Alors, pensez à la façon dont vous allez procéder au recrutement. Le recrutement a été bien difficile pour un grand nombre de nos organisations récemment. Le marché du travail est très compétitif en ce moment. Alors, vous devez présenter un plan complet pour lancer l'offre d'emploi. Nous avons une banque, GCT, il y a des étudiants qui vont, ainsi que d'autres stagiaires, mais souvent, vous allez devoir déployer un peu plus d'efforts pour rendre visibles ces offres d'emploi sur d'autres sites ailleurs dans la communauté pour avoir un bon candidat. Il faut que les attentes soient très claires dans votre offre d'emploi. Il faut que l'offre d'emploi contienne vos coordonnées de contact. Le portail GCT existe, oui, mais même là, parfois, vous voulez qu'on vous envoie un CV. Alors, quand vous mettez votre adresse électronique sur l'offre d'emploi, c'est très utile. On vous encourage fortement à communiquer avec les communautés mal desservies et celles qui ne font peut-être pas partie de vos contacts réguliers. C'est une façon phénoménale de faire en sorte que votre demande se distingue. C'est d'avoir un plan solide en place pour
trouver des gens dans les groupes prioritaires au Canada, des gens dont la voix n'ont pas été entendue aussi fortement dans le secteur du patrimoine, parce que peut-être qu'il s'agit de communautés marginalisées. Alors, vous pourriez communiquer avec le Centre autochtone de la communauté, vous pourriez envoyer votre offre d'emploi là, vous pourriez communiquer avec l'Alliance qui est une école secondaire, vous pourriez communiquer avec l'Association des étudiants LGBTQ pour votre recrutement. Tout ce que vous pouvez faire qui prouve que vous faites ce travail supplémentaire pour veiller à ce que votre voix soit entendue auprès de personnes dont la voix n'a pas été aussi forte. Alors, ça répond à notre objectif, faire en sorte qu'il y ait de nouvelles voix dans le secteur patrimoine, de renforcer le domaine et d'apporter de nouvelles idées dans le domaine du patrimoine. L'embauche inclusive est essentielle. Il faut que chaque offre d'emploi ait une déclaration en matière d'équité. Je vais vous en parler plus à fond tout à l'heure. Alors voilà, vous pouvez vous tourner vers un centre d'immigrants, un centre communautaire, et là, vous pouvez obtenir de très bons résultats. Ensuite, autre chose dont vous devez tenir compte, c'est le calendrier du cycle de demande. Comme je l'ai dit, la date limite arrive, c'est dans 10 jours. Ensuite, il y a tout le processus d'examen des demandes que vous nous envoyez. Cela sera envoyé à un groupe de pairs qui vont procéder à une évaluation, qui vont examiner tous les paramètres dont je viens de parler. Ensuite, on va vérifier tout cela, on va établir une note et on va commencer à faire des offres. Donc, c'est quand le plus tôt que vous pourriez obtenir une offre? Eh bien, début à mi-avril. Et ça sera pour le financement général. Il y a un financement forfaitaire au départ qui vient de Patrimoine canadien et de là, on sera en mesure de financer habituellement quelques centaines de postes EP et peut-être 12 postes CVP. Ce n'est pas beaucoup au début, particulièrement pour CVP. Ensuite, il y a une offre de financement supplémentaire de la part du gouvernement et selon le moment où c'est reçu, on va avoir une autre série d'offres pour les demandes, habituellement au mois d'août, mais ça dépend du moment où le gouvernement décide de nous donner ce financement que nous pouvons vous accorder ensuite. Alors, soyez conscient du fait que cette année, vous savez, il y a un de mes projets qui a commencé très tard, mais il y a d'autres projets qui ont commencé au mois de décembre. Si vous souhaitez embaucher quelqu'un pour un événement précis, à une date précise, eh bien, je vous encourage de choisir un événement qui a lieu plus tard dans l'année. Si vous souhaitez avoir un poste CVP, eh bien, c'est un poste d'au moins 4 mois. Alors, si vous avez une acceptation plus tardive, eh bien, tenez compte du temps qui passe. Habituellement, ces postes ne peuvent pas commencer non plus tard qu'au début décembre. Maintenant, le budget. Alors, c'est quelque chose qui peut faire peur dans une demande. Bon, on y parle. À part ça, vous devez parler de vos plans, mais il faut conceptualiser ça plus à fond. Prenez le temps de regarder le document sur le budget. Il y a beaucoup de sections qui ne vont pas s'appliquer à tout le monde, mais on essaie de faire en sorte que ce soit un document qui peut couvrir toutes les conditions. Donc, vous pourrez saisir les rubriques budgétaires dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit plus tôt, GCT peut contribuer jusqu'à 75 des salaires et des coûts obligatoires de l'employeur, jusqu'à 50 des coûts totaux. Le GCT peut contribuer seulement aux salaires et aux coûts obligatoires de l'employeur. D'autres articles ne nous concernent pas. C'est là pour vous aider à bâtir votre budget, à planifier vos ressources et vos besoins organisationnels. When you're getting into outlining your budgets, Maintenant, quand vous
présentez votre budget, eh bien, vous mettez les salaires, les coûts obligatoires et les autres dépenses que vous pourriez avoir à assumer. Particulièrement les choses comme le recrutement, comme je l'ai dit, c'est un marché du travail très concurrentiel. Alors peut-être que vous voudrez offrir un peu plus d'argent quand vous cherchez un nouvel employé. Aussi, les dépenses associées au perfectionnement professionnel. Si vous avez un plan de perfectionnement professionnel pour vos stagiaires, c'est vraiment fantastique. Encore une fois, c'est un marché concurrentiel. Faire en sorte que les salaires soient élevés pour attirer les gens. Les salaires bas sont la raison principale pour laquelle les postes restent vacants. Nous avons créé un guide sur les salaires ventilé par région. C'est disponible sur le site web de l'AMC. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. J'espère que ça sera encore pertinent pour que ça vous soit utile encore pendant un certain temps. Une fois que le budget est fait, nous avons aussi besoin d'un plan détaillé de suivi. Alors, comme on l'a dit, on veut embaucher des gens qui sont nouveaux sur le marché du travail ou qui sont nouveaux euh, dans le secteur. Alors, fournissez un plan détaillé de supervision, de mentorat. Bon, ce n'est pas simplement une question de vérifier ce que le stagiaire fait, qu'il le fait bien. Non, non. On veut vraiment que vous établissiez une relation avec le stagiaire. Comment vous allez offrir à la personne des occasions de mentorat, de perfectionnement, les aider à gravir les échelons dans leur carrière. Alors, qui supervisera le stagiaire? Mentionnez-le. On a vu beaucoup de roulements dans le secteur muséal. Si vous avez déjà une idée d'une personne qui pourrait faire cela pour remplacer une personne qui partirait, bon, ça serait utile. Bon, je sais qu'on n'aime pas planifier là, pour de tels roulements, mais on en a vu beaucoup de roulements dernièrement. Et puis, quelle sera la fréquence des réunions? Vous savez, on a parlé des objectifs mesurables. Comment est-ce que vous allez surveiller leur progrès? Comment est-ce que vous allez leur donner de la rétroaction? Vous devez avoir réfléchi à toutes ces choses-là au profit de votre stagiaire. Maintenant, le perfectionnement professionnel. Alors, tout cela doit être précisé dans votre demande. Là, on comprend bien que vous avez fait le travail nécessaire pour que votre stagiaire vivra une expérience enrichissante. Vous pouvez montrer comment cela contribuera au perfectionnement des compétences. Peut-être qu'il y a des organisations locales auxquelles le stagiaire pourrait adhérer. Est-ce qu'il y a des cours auxquels la personne pourrait participer? Peut-être qu'il y a des cours gratuits. Vous pourrez peut-être subventionner la personne pour qu'elle participe à un cours. Eh bien, n'hésitez pas à inclure toutes ces données dans votre demande. Je sais que cette demande peut sembler longue. Bon, excusez-moi, il y a un chat ici. Écoutez, ça peut être avantageux pour les organisations qui ont plus de budget, mais vous savez, même si vous dites que vous avez passé quelques heures à examiner des tableaux ou d'affichage qui existent, par exemple, examiner des conseils en matière de curriculum vitae ou bien il y a une journée où vous allez à un autre espace de patrimoine avec le stagiaire pour faire du réseautage. Ça aussi, c'est bien. Ça n'a pas à être un cours coûteux. Vous savez, toute planification dont vous pouvez nous faire part qui pourrait aider votre stagiaire pour développer son réseau, pour acquérir des compétences souples, ça sera vraiment positif pour votre demande. Maintenant, on a parlé de cela tout à l'heure. Alors, si vous pouvez nous parler de votre stratégie d'équité en matière d'emploi, ça serait vraiment excellent. Il faut avoir un plan pour mobiliser les groupes dans votre communauté. Vous pourriez avoir une déclaration sur l'équité dans votre offre d'emploi. Par exemple, nous sommes un employeur qui croit en l'égalité des chances. Nous encourageons les demandes de toutes les personnes qualifiées. Alors voilà, être spécifique, ça aide.
Je sais que certaines plus petites communautés plus rurales avaient des inquiétudes à cet égard. Eh bien, nous offrons un programme de voyage. Si vous êtes intéressé à avoir des stagiaires qui se trouvent dans d'autres villes, d'autres provinces, si vous voulez avoir un plus vaste éventail de voix et d'opinions dans vos projets, vous pouvez le faire. Si un stagiaire doit se déplacer sur plus de 125 kilomètres de leur lieu de résidence permanent, eh bien là, il pourrait y avoir un financement de voyage. On serait heureux d'examiner la question avec vous. Alors, encore une fois, je sais que je vous ai transmis beaucoup de données, il y a beaucoup de sections différentes à remplir et veuillez faire le tout sur une autre plateforme. Ensuite, copier, coller sur le site Web de Jeunesse Canada au travail. Vous ne voulez pas avoir à tout recommencer. Alors, vous ne voulez pas que ça vous arrive, que de tout perdre sur le site. Alors, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez nous envoyer un courriel, jct@musée.ca, ou bien allez voir nos autres ressources sur musée.ca. Cette séance-ci est enregistrée et elle sera affichée sur le site. Donc, vous pourrez écouter cette séance et entendre ma jolie voix et on fera de notre mieux pour répondre à toutes vos questions. Alors, dernier point à retenir. Les emplois sont destinés à des personnes qui commencent dans le secteur. Alors, ne placez pas la barre trop haut en ce qui concerne les qualifications. Vous pourriez être déçu. Fournissez le plus de détails possible. On perd plein de demandes là, qui ont l'air bien, mais elles ne sont pas assez détaillées. Et s'il n'y a pas assez de détails, on ne peut pas les évaluer. Alors, montrez-nous que vous avez réfléchi à tout cela. Par conséquent, on peut accepter votre demande. Encore une fois, on veut des réponses détaillées. Alors, attirer les professionnels émergents, voilà l'auditoire cible pour vos offres d'emploi. Ce sont ces personnes que l'on veut. Expliquez ce qui vous distingue des autres employeurs. Fournissez un budget détaillé, harmonisez votre offre d'emploi avec les objectifs du programme GCT, ayez des résultats mesurables, un échéancier exhaustif. Tenez compte du fait que notre échéancier peut être un peu capricieux et que ça ne commencera probablement pas avant le mois d'avril. Élaborer un plan de suivi détaillé, un plan de supervision détaillé. Vous serez là, vous serez présent, vous travaillerez avec le stagiaire pendant toute la période. Le stagiaire ne va pas être mis dans un petit coin sombre là, à faire le tri de reliques poussiéreuses sans lumière, sans aide. Alors, prioriser le perfectionnement professionnel. On veut savoir que le stagiaire va pouvoir se perfectionner. Expliquez votre stratégie d'équité en matière d'emploi et ne travaillez directement jamais dans le site Web de JCT. Vous allez perdre tout votre travail et vous serez bien triste. Alors maintenant, la période de questions, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, saisissez-les dans le clavardage ou bien levez la main. Je vais voir quelles sont les questions dans le clavardage d'abord et j'espère vous donner de très bonnes réponses. I am the size of a postage stamp. I am small in the corner so that we have the piece bigger. Hopefully that wasn't too much of an Bon, issue. vous êtes de la taille d'un timbre-poste sur mon ordinateur. J'espère que ça ne vous a pas posé trop de problèmes. Parce que je devrais identifier les compétences spécifiques que l'emploi pourra offrir. Ah, il y a un lien qui ne fonctionne pas. Je vous présente mes excuses. Écoutez, je vais regarder là, ce lien brisé. Après la présentation, on va voir comment régler le tout. Tina, vous avez fait une demande au programme d'emploi d'été pour la saison qui s'en vient. Si vous avez fait une demande à Canada Summer Jobs, vous pouvez faire une demande au programme JCT aussi. Il s'agit de programmes distincts.
Ne postulez pas pour le même poste auquel vous avez postulé pour Emploi d'été Canada. Il y a des chevauchements possibles. Vous pouvez faire une demande pour autant d'étudiants que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez un financement pour tous ces étudiants, mais vous pouvez soumettre autant de demandes de financement d'emploi que vous le souhaitez. Et on va faire de notre mieux pour que tout cela se fasse. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver une demande là, non remplie, à part l'endroit où je me suis connectée? Écoutez, je ne crois pas que nous ayons un espace à l'heure actuelle qui contient une version vide de la demande. Je me connecterai au portail. Je travaillerai là. Ce sont seulement les questions que vous allez voir. Mais on va envisager la chose pour l'avenir. Aaron, oui, cet enregistrement sera rendu disponible. Bon, ça nous prend parfois un peu de temps à afficher nos enregistrements en ligne. On a eu quelques problèmes, mais je crois que ces problèmes ont été résolus. Par conséquent, j'espère que cet enregistrement sera affiché sur le site. Sous peu, vous pourrez le partager avec votre équipe. Où précisément se trouve la demande une fois que vous êtes connecté? Une fois que vous êtes connecté, il devrait y avoir un bouton « S'inscrire ». Vous pouvez ou faire une demande plutôt. Vous pouvez cliquer et ça vous mènera à la demande. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile à expliquer là quand on n'est pas dans le site Web, mais il va y avoir un bouton qui va vous aiguiller au bon endroit. Est-ce qu'on a accès à des applications, à des demandes, dis-je, antérieures? Vous aurez accès à toutes vos demandes antérieures. Sur la page d'accueil, vous devriez pouvoir y défiler en changeant l'année sur le portail de JCT. Vous pouvez faire ça en haut et là, vous verrez vos demandes antérieures. Je ne crois pas qu'on ait d'exemple de demande. Si vous soumettez une demande au programme JCT et que vous n'êtes pas retenu, vous pouvez nous envoyer un courriel demandant une rétroaction. Et nous allons voir quels sont les commentaires du comité de pairs et on pourra envoyer une rétroaction là, qui vous permettra d'améliorer votre demande ultérieurement. Est-ce que c'est dommageable pour notre institution si on ne peut pas, bon, si on reçoit un financement d'ailleurs? Non, ça ne sera pas préjudiciable, ça ne va pas miner vos chances si vous ne pouvez pas remplir la demande approuvée. Chaque année est une nouvelle année. Alors, on espère que, bon, si les résultats passés étaient moins bons, on espère que ça ira mieux dans l'avenir. Si on reçoit un financement d'ailleurs, eh bien, s'il y a un financement, on doit vérifier qu'il n'y a pas de chevauchement. On ne peut pas avoir un double financement fédéral. Il faut vérifier. Comme on disait plus tôt, poste ne peut pas être financé par GCT et Emploi d'été Canada. Mais si vous recevez un financement pour d'autres aspects de votre travail, alors là, ça devrait aller. Erica, est-ce qu'on peut faire une demande pour plus d'un projet? Oui, vous pouvez faire une demande pour autant de projets que vous le souhaitez. Bon, je ne dis pas qu'on va financer tous les projets, mais on va examiner chaque projet. On essaie de répartir le financement. Alors, c'est de moins en moins improbable, si vous faites plusieurs demandes, d'obtenir un financement pour plus d'une demande. Make that your first application. You are then welcome to apply Mais for seconds, third. faites une demande principale, la plus importante, et ensuite, vous pouvez en faire d'autres. Une deuxième, une troisième, une quatrième, peu importe ce qui fonctionne pour vous. Nous avons des organisations qui
ont 4 postes JCT cette année. Vous pouvez aussi faire une demande à CVP et à EP, peu importe ce qui fonctionne pour votre organisation, pour combler vos besoins. Julie Tucker, you were looking for a link. I'm not Bon, sure. Monsieur Tucker, vous cherchez un lien. Je ne suis pas tout à fait certaine du lien que vous cherchez. Bon, le clavardage est désactivé car on utilise seulement la section questions et réponses. Alors, si vous avez des questions, utilisez la boîte questions et réponses. C'est une très bonne suggestion. J'ai imprimé la demande du site Web pour y travailler hors ligne. Oui, ça fonctionne très bien. Si vous voulez avoir quelque chose à consulter. Pour les résultats mesurables, les tâches, est-ce qu'on peut organiser les réponses en puces, en liste, à puces? Oui, absolument. Vous n'avez pas à faire de phrases complètes pour les résultats mesurables et les tâches. Vous savez, ce n'est pas une dissertation. On veut simplement veiller à ce que ce soit détaillé. Si ces différents points sont assez détaillés, eh bien, on ne donne pas de note pour un bon style. Faites ce qui vous convient le mieux. Catherine, il faut copier, coller ou imprimer pour aboutir aux questions dans le document. Oui, ça va bien fonctionner. Jim, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sauvegarder les données de demande sur le site Web de JCT, ensuite y retourner plus tard? Vous pouvez sauvegarder sur le site Web de JCT. C'est juste un peu capricieux, là. Il y a un bouton sauvegarde, un bouton valider, un bouton soumettre selon le poste. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Ça va probablement sauvegarder les choses jusqu'à la prochaine fois où vous pointez. Mais je ne m'y fierai pas. Écoutez, on travaille sans arrêt là au site Web, mais le site Web pourrait vous poser problème, plus que votre propre disque dur. Vous pouvez essayer, mais c'est capricieux. Kathleen, est-ce qu'il y a un nombre recommandé de mois pour le programme CVP? Je veux faire une demande pour 8 mois, mais qu'est-ce qui se passe si je fais une demande pour 8 mois, c'est approuvé plus tard cet été, mais je ne peux pas avoir un poste de 8 mois avant le mois de mars 2024? Très bonne question. Il n'y a pas de nombre de mois recommandé. Je vous recommande de faire une demande pour le nombre de mois nécessaire pour le projet. Si vous obtenez une approbation plus tard dans l'année, on peut apporter une modification. Bon, vous avez fait une demande pour 8 mois, ça ne veut pas dire qu'on va vous y tenir. Si vous faites une demande pour un programme de 8 mois et que vous êtes approuvé au mois de septembre et que vous trouvez un candidat au mois de novembre, on ne va pas dire « Ah ben non, tant pis, il ne vous reste plus assez de temps ». Non, non, on va travailler avec vous pour réduire la durée du programme pour que ce soit faisable. On va vous demander de nous donner une version mise à jour de votre plan de travail et voilà. Alors, tenez compte de la durée du programme, tenez compte du fait que ça pourrait changer. On est au courant de tout cela. On fera preuve de souplesse. Ah, participant anonyme, pouvez-vous partager cette présentation avec le groupe? Oui. Alors, l'enregistrement sera affiché sur le site Web sous peu. J'espère que ça fonctionnera pour vous. Miranda, est-ce qu'on peut réembaucher d'anciens étudiants GCT d'un cycle GCT antérieur si vous n'avez pas beaucoup de demandes pour le poste actuel? Très bonne question. En termes de réembauche, les étudiants GCT qui ont participé à un volet EP par le passé peuvent être réembauchés, mais on préfère que vous priorisiez quelqu'un qui n'a pas été embauché par le passé. C'est un peu plus difficile si vous réembauchez votre propre étudiant GCT du passé. On doit veiller à ce qu'il y ait eu un processus d'embauche complet.
En ce qui concerne CVP, le programme pour les diplômés, c'est plus limité. On peut faire le CVP 2 fois seulement. On encourage les gens de le faire dans des organisations différentes. Alors la réponse à votre question, c'est oui, mais avec certaines nuances. Pourriez-vous expliquer les contributions de l'employeur autres que salariales et en nature? Alors oui, bon, contributions à l'emploi comme recrutement, perfectionnement professionnel, ça pourrait être des choses comme l'espace de bureau qu'utilise le stagiaire. Alors, il s'agit de dépenses non salariales et on ne peut pas offrir de financement pour cela. Mais cela se trouve dans la section budget pour que vous puissiez en tenir compte. Pour les compétences professionnelles, est-ce qu'on doit se baser sur celles qui sont sur le site ou est-ce qu'on peut énumérer des compétences qui ne sont pas sur le site tant et aussi longtemps qu'une description appropriée est fournie? Oui, vous pouvez aller au-delà de la liste des compétences professionnelles qu'il y a sur le site. On veut juste s'assurer que, d'une façon ou d'une autre, c'est en lien aux 3 grands piliers. S'il y a des compétences professionnelles que le stagiaire est en train d'acquérir, vous pourriez expliquer pourquoi c'est en lien avec le travail dans le domaine du patrimoine. On ne va pas se plaindre si de plus amples compétences sont acquises. Les directives me disent qu'habituellement 50 est accordé, mais parfois 75. Dans quel cas 75 est accordé? Malheureusement, je ne peux pas répondre précisément à cette question. Les niveaux de financement varient selon la durée du poste, ou selon la demande de financement, selon le niveau salarial. Ça dépend de nombreux facteurs liés au poste. On donne autant de financement que possible. Et ça dépend du financement qu'on a reçu, ça dépend du nombre de demandes que nous avons reçues. Alors, je ne peux pas vous répondre avec précision. Comment pourriez-vous obtenir 75 plutôt que 50? Mais présentez la meilleure demande possible et je vous souhaite la meilleure des chances. Excusez-moi, ce n'est pas la meilleure des réponses. Est-ce que le financement est réparti par ville, province ou seulement par organisation? Bon, il n'y a pas de règle précise ici. Certaines organisations recevront un montant maximal de financement et on essaie de répartir cela entre les organisations. On garde à l'esprit les demandeurs de diverses provinces. On essaie de faire en sorte que les choses soient équitables. Aussi, on essaie de garantir que les postes en milieu rural sont bien représentés. Il n'y a pas de règles rigides, mais on essaie de faire en sorte que tout est bien réparti. Comme ça, tout le monde reçoit du financement. Michel demande, dans la catégorie emploi, sur quel bouton est-ce qu'on clique? Ça va dépendre du type de poste que vous souhaitez créer. Alors, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sans en savoir davantage sur le poste que vous envisagez. Vous avez dit que nos pairs évalueraient les demandes. Est-ce qu'on doit assumer que les personnes qui vont lire les demandes auront des connaissances de base sur la pratique muséale? Il y a aussi des membres du personnel qui s'inquiètent de mentionner Canva ou un logiciel spécifique, mais il semble qu'être spécifique est important. Alors, d'abord, oui, les personnes qui vont évaluer les demandes posséderont de très bonnes connaissances liées à la pratique muséale. Ces pairs sont issus de musées, travaillent dans des musées actuellement ou bien ont pris leur retraite. Nous avons tissé des
relation de longue date avec ces personnes. Parfois, ce sont de nouvelles relations, mais c'est sans contredit des personnes qui travaillent dans le secteur. Ils ont les connaissances nécessaires. En ce qui concerne mentionner des logiciels donnés, si vous croyez qu'un logiciel en particulier est nécessaire, eh bien, vous pouvez le mentionner. Bon, quand on dit que ça doit être spécifique, là, ça n'a peut-être pas à être aussi spécifique. Mais si vous voulez préciser que le mentorat sera inclus de façon générale dans cette catégorie, eh bien, fantastique. S'il y a des choses spécifiques où les employés excellent, eh bien, vous pourriez le mentionner parce que ça pourrait être bon pour le stagiaire. Mais je ne crois pas que vous avez à préciser le type de logiciel que le stagiaire va utiliser, à moins que ça ne revête une importance cruciale pour le poste. Barry, alors, la durée du poste, 16 semaines. Si JCT me donne 8 semaines, alors on ne peut pas financer le même poste que Emploi d'été Canada parce qu'on aurait un double financement fédéral. Alors, la réponse à cette question, c'est non. Catherine, vous pouvez obtenir une rétroaction si la demande n'est pas retenue. Si vous avez soumis une demande et qu'elle n'a pas été retenue, envoyez-nous un courriel. Alors, gct@musi.ca et nous allons colléger tout ce que les pairs ont dit et on va envoyer ça aux organisations qui l'ont demandé. Mais vous devez en faire la demande. Mais c'est une possibilité, absolument. Angèle, alors nous faisons une demande pour patrimoine documentaire et GCT. Si on ne réussit pas avec DHCP, mais qu'on réussit avec GCT, la nature du travail pour le jeune pourrait changer. Est-ce que ça serait possible avec l'aide d'un agent de programme? Alors oui, ça arrive chaque année. Il y a des postes qui changent. On ne va pas simplement vous dire non, non, vous devez vous en tenir à la lettre avec ce qu'il y a dans la demande. Non, tenez-vous-en à l'esprit de la demande. Et quand c'est possible, tenez-vous-en à la demande parce que ça a été évalué par les pairs. C'est comme ça qu'on s'est assuré que le processus est équitable. Mais si quelque chose change, vous avez commencé le programme 4 mois plus tard que prévu, le gros événement que vous planifiez par le passé s'est déjà déroulé, ou bien il y a quelque chose qui change, dites-le nous. Et puis, on va essayer de faire en sorte que le poste soit dans le même esprit que ce qui était précédent dans la demande. C'est rare qu'on va dire non. On veut s'assurer que les stagiaires aient une expérience aussi enrichissante que celle qui avait été promise au départ. Vous avez dit qu'avoir un échéancier pour les résultats mesurables serait bénéfique. Est-ce que ça sera dans le plan de travail ou les résultats mesurables? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on fait là si on fait un copier-coller? Alors, pour l'échéancier, je mettrai ça dans le plan de travail. Je préciserai les résultats mesurables dans résultats mesurables. Vous n'avez pas nécessairement à les mettre dans un échéancier, mais donner une idée. Et le plan de travail, eh bien, je le ferai plus spécifique. Je ne ferai pas un copier-coller si j'étais vous. Vous pouvez copier-coller des sections. Vous savez, ça, c'est résultat mesurable. C'est quand ça va se produire. Vous n'avez pas à le reformuler. Mais s'il y a de gros bouts qui sont copiés-collés, si de grandes sections sont les mêmes, les pairs n'aiment pas cela, donnent une mauvaise note. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça. Alors, on veut s'assurer que les demandeurs ont réfléchi à tout cela. Et quand on copie-colle de grandes sections, là, ça peut être un drapeau rouge. Si c'est un résultat mesurable spécifique, ça ne va pas changer. Vous pouvez copier-coller, mais ne copiez-collez pas de grandes sections. Ça n'a pas l'air bien. Alors, la figure 12, Merck.
Est-ce que c'est 12 alors quoi, obligatoire de l'employeur? Ça va varier d'une province à l'autre, d'une organisation à l'autre. 12 ce n'est pas, c'est assez fréquent, mais je ne dirais pas qu'il y ait de réponse spécifique. Susan, est-ce qu'on devrait faire une demande pour 75 juste au cas où? Vous pouvez faire une demande pour 75 Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez recevoir 75 Vous savez, on va toujours regarder le budget, on va ajuster le financement. Mais vous pouvez faire une demande pour 75 Le pire qu'on pourrait dire, c'est non. On y arrive. Est-ce qu'un salaire élevé serait une limite basée sur le financement pour le programme GCT, en particulier pour le programme étudiant plutôt que le programme des diplômés? Un salaire élevé, non, je ne crois pas que ça pourrait être un facteur limitatif. Nous sommes de fervents défenseurs d'un bon salaire. On veut s'assurer que nos stages soient payés et bien payés. Ce que je dirais, c'est que il y a un point où, bon, si vous avez un salaire très élevé, peut-être que vous allez recevoir un plus petit pourcentage parce qu'on ne peut simplement pas en couvrir plus que le 75 ou que le 10 000 pour le volet EP ou 15 000 pour le volet CVP. Et quel est le salaire étudiant GCT le plus élevé que vous pouvez offrir? Eh bien, c'est à vous de décider. Nous, c'est 10 000 max pour le programme EP, 15 000 pour le volet CVP. Ça va avoir un effet sur le pourcentage que l'on peut couvrir, mais vous pouvez fixer le salaire que vous souhaitez. Parfois, les pairs vont noter que les salaires ont l'air élevés pour un poste, mais habituellement, ça ne vous donne pas beaucoup de points de démérite. Nous avons 2 emplacements pour notre organisation. Les demandes sont faites aux 2 emplacements. Est-ce que les demandes devraient être faites par emplacement ou bien est-ce que l'organisation devrait faire une demande pour les 2 emplacements? Est-ce que ça va? Je ferai une demande par organisation si j'étais moi. Ça dépend de la façon dont vous divisez les choses entre les 2 emplacements. Écoutez, ma recommandation est la suivante. Faites une demande en tant qu'organisation. Notez qu'il y a ces 2 emplacements et faites une demande pour les 2 postes de cette façon. Comme nos profils sont établis sur la base des organisations, ça va nous aider à examiner votre demande plus en détail. Encore une fois, peut-être que vous allez avoir certains problèmes, mais la même chose s'appliquerait avec 2 organisations. Alors, si je ne me trompe pas, il s'agissait là de toutes les questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question avant que nous ne mettions fin à l'atelier? Bon, très bien. Alors, merci beaucoup de votre présence cet après-midi. Alors, j'espère que je vous ai aidé à comprendre comment faire une demande gagnante au GCT. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Voici l'adresse gct@musée.ca. Ça nous fera plaisir de vous aider. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci encore de votre présence.